Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là pour cette dernière journée, déjà dernière matinée des 15e tribunes de la presse. Ces 3 jours et demi sont passés à la vitesse de la lumière et vraiment boostés par l'intérêt des débats, des tables rondes que nous avons eues sur cette thématique donc à demi provocatrice de l'affaire Trump. Je voudrais saluer ce matin la présence de quelques lycéens du lycée Gustave Eiffel et du lycée Guy Chauvet de Bordeaux. Merci infiniment de votre présence. C'est très rare qu'on ait des lycéens le samedi matin. Oui, c'est la fête le vendredi soir en général. On va donc ouvrir le premier débat de cette journée. Faut-il changer de modèle économique ? Depuis 50 ans, nous vivons dans un monde, en effet, où le libéralisme économique et financier s'est imposé. Alors, portons à son crédit qu'il a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes. Il a aussi creusé les inégalités. Le modèle a donné naissance à des groupes économiques d'une puissance telle que les États hésitent désormais à les affronter. Alors le temps serait-il venu de réviser la mondialisation, de repenser l'économie, de maîtriser ces mastodontes industriels et financiers qui ont pris le pas sur le et la politique? Et quelle est la place de l'humain dans tout cela? Pour en débattre, en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest, merci d'accueillir chaleureusement Julia Faure, Daniel Ball et Dominique Steller. Julia Faure est chef d'entreprise d'une marque de vêtements, coprésidente du mouvement Impact France. Daniel Ball, à ses côtés, est président du Crédit Mutuel et de la Fédération bancaire française. Vous avez signé, Daniel Ball, aux éditions de l'Aube, co-signé avec Nicolas Terry pour une société plus mutuelle. Et Dominique Steller est docteur en management et psychologie, fondateur de la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Et vous avez signé aux éditions de Box Supérieur, Osons la paix économique. Ce débat est modéré par Didier Pourquerie, journaliste, président du site The Conversation et de Cap Science. Pendant les échanges, vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités grâce à votre téléphone portable que vous aurez mis préalablement sur vibreur, s'il vous plaît. Mais vous avez donc à l'écran derrière nous un QR code qui s'affiche. Vous pouvez le scanner et ça vous permettra de poster vos questions pour nos invités. Je me ferai le porte-parole de vos questions à la fin de ce débat. Voilà Didier, à tout de suite. Merci Gilles, merci et bonjour à toutes, bonjour à tous. Samedi matin pour se réveiller de manière tonique avec un sujet d'espoir, un sujet assez optimiste. Faut-il changer de modèle économique? Alors je voudrais d'abord passer la parole tout de suite à Dominique Steller parce que Dominique, vous travaillez sur le concept de paix économique depuis maintenant presque 20 ans. 20 ans. Et vous avez bien vu au fil des années s'installer des relations de plus en plus dures, une pression de plus en plus forte sur les personnes qui travaillent en entreprise. Quel est le bilan que vous faites ou l'état des lieux que vous faites de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça s'est plutôt amélioré Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Le bilan. Je vais remonter en 2008 quand on va démarrer, juste rapidement. En 2008, on va démarrer ce projet sur cette idée d'une culture de paix économique avec une question assez simple. Je suis professeur dans une école de management à ce moment-là avec des collègues. Et devant un café, on finit par se dire, mais bon sang, dans ce type d'école, on passe notre vie à éduquer des futurs leaders qui vont être des leaders de guerre économique. Et on passe notre temps à ne parler que de guerre économique. Et avec les collègues que j'ai devant moi, on se dit, mais à quoi sert l'économie ? Est-ce que son objet, c'est nous permettre de vivre ensemble correctement ou est-ce que son objet, c'est continuellement nous mettre dans des tensions et des pressions? Et à ce moment-là, on va finir par conclure ce modèle néolibéral qui a apporté beaucoup de choses sur 50 ans, vient de basculer dans son paradigme, vient de basculer du côté de la force sombre et il dégrade. Il dégrade sur la dimension humaine, c'était ça mon point de départ sur ma partie docteur en psychologie. Et la partie humaine, vous la connaissez, hein, le stress, le burn-out, les suicides qui augmentent. Il dégrade sur le lien social. On a un paradigme économique qui a focalisé sur un type d'humain, qui est un individualiste, et un individualiste particulier qui est un individualiste economicus, homo economicus, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense ses actions qu'en fonction de son intérêt bien compris. Et cet homo economicus, il a un intérêt, c'est qu'il est consommateur. Donc on est parti de cet endroit-là en se disant, est-ce qu'on aurait un moyen de former de futurs managers, puisque finalement ceux qui sont en place, qui eux seraient capables de gérer différemment les choses. Ça va être ça notre point de départ.
Et notre peur principale, vous allez voir où je veux en venir, elle était assez simple, c'était de se dire le jour où on aura un plutocrate hyper libéral, un ou une, il se trouve que c'est un plutocrate ultra-libéral qui aura pris les rênes politiques d'un pays puissant, alors on ne sera pas loin de la catastrophe. Voilà le point de départ. Mais je vais en prendre un deuxième. Il ne va pas démarrer par le positif. On est en 1910, et en 1910, M. Henri Lambert, économiste belge de son État et patron d'une verrerie industrielle, écrit un livre sous ses deux casquettes en disant « Depuis 10-20 ans, on a une Europe qui fonctionne bien, qui économiquement est plutôt florissante, mais moi, économiste, je commence à voir des indicateurs qui tout doucement chutent. » Et il va nous dire dans son livre, qui sera publié en 1919 ou 1920, vous vous souvenez pourquoi entre les deux, son livre s'appelle Pax Economica, et il dit « Attention, on a une économie qui marche bien, mais si on continue sur ce paradigme, elle va nous emmener à la guerre. » En 1935, un autre économiste français, celui-là, M. Henri Heuser, va écrire un livre qu'il appelle « La paix économique ». Et en 1935, ce monsieur dit dans son... Alors c'est assez drôle ces derniers moments, parce que c'est un spécialiste des droits de douane. Et tout son livre était construit autour de l'idée de « Les droits de douane sont peut-être le dernier moyen que nous avons d'éviter une guerre en Europe ». Et dans l'introduction de ce livre, Henri Heuser dit « Attention, on a une crise économique, on a un fort taux de chômage, on a une forte immigration européenne qu'on a du mal à conjurer, et la plupart des pays européens ont tendance à basculer au populisme, si ça vous rappelle quelque chose. » Et il sortira son livre en 1935, vous vous souvenez aussi ce qui s'est passé après. Donc votre serviteur en 2017 écrit un livre qui s'appelle « Osons la paix économique » en disant « Écoutez, 2017, ça faisait donc quasiment 10 ans qu'on travaillait sur le concept, et notre conclusion à la question qui m'est posée, c'était de dire « Mais ça fait déjà 10 ans qu'on est en train de vous dire que tous les indicateurs qu'on voit, alors que d'un point de vue standard, on pourrait dire la vie va bien, nous, les indicateurs de chercheurs qu'on a tant sur les problèmes de suicide, de dépression, de lien social, de crise économique, de crise sociale, de crise internationale et de guerre, sont tous en train de se dégrader. Aujourd'hui, là, on est dans un temps dans lequel il n'y a pas eu autant de guerres sur cette planète que depuis 1945. C'est la première fois qu'il y en a autant partout. Et notre conclusion, ou ma conclusion dans ce livre en 2017, était de dire la même chose que mes illustres prédécesseurs. Attention, les indicateurs nous disent que si on continue comme ça, on va vers des conflits majeurs. Donc on a un point de départ qui est celui-ci, et puis on a un point de départ qui est celui du psychologue, qui dit, mais en fait, on a des moyens d'agir différemment. On a des moyens d'agir différemment, et ça m'amènera tout à l'heure certainement vers les solutions, mais je vais vous guider. Notre cerveau est construit pour faire face à la peur. C'est sa capacité principale. Si quelque chose vous fait peur, c'est la première chose que va faire le cerveau, c'est de réagir par rapport à la peur. D'ailleurs, excusez-moi pour les journalistes, mais on le voit que c'est la peur qui nous nourrit. Aujourd'hui, on nous sert deux types de peur. On nous sert la peur de celui qui échoue, et on nous le montre à la télévision, on le met au pilori, ce qui pour nous tous nous permet quelque chose, puisque l'autre échoue et qu'il est sur la place publique, moi ça me permet d'être un peu tranquille. Et puis on nous sert la peur de celui qui réussit, celui qui est fabuleux, qui lui est la star, qui lui aussi met bien, puisque nos deux peurs fondamentales, c'est ne pas être aimé et ne pas être reconnu. Donc celui qui réussit, il me permet de me dire, de toute façon, c'est une superstar, j'y arriverai jamais, c'est pas très grave, et puis je vais pouvoir retenir son nom, le côtoyer, lui serrer la main. Et celui qui échoue, il me permet de gérer ma propre peur de ne pas réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, quand on parlera des solutions, la première solution, elle revient à dire quel système éducatif je veux donner à mes enfants pour qu'ils aient une chance de devenir des enfants épanouis, qui pourront peut-être devenir des adultes responsables, qui géreront une autre économie. Puis je vais terminer à cet endroit-là. Quand en 2012, enfin, on va créer cette chaire de recherche avec des dirigeants, puisque la chaire a été poussée par des dirigeants, on va travailler ensemble sur la création de la vision de cette chaire. Et ensemble, nous avons rédigé cette petite phrase qui est de dire « Le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. » Point. Ce n'est pas faire du profit, le but. Le profit est présent, je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais le but de l'entreprise, s'inscrire dans la cité, renforcer le tissu social, contribuer au bien commun. Et c'était un peu le point sur lequel je voulais réagir par rapport à hier ou par rapport au moment où on parle d'économie, y compris quand on parle d'un Trump. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'oublier que l'objet de l'économie, c'est de s'être rendu compte que nous sommes en interconnexion perpétuelle et que nous pouvons agir les uns pour les autres pour vivre mieux ensemble?
Et aujourd'hui, quand on parle d'économie, on passe notre temps à aller sur soit de l'hyper-performance, soit de l'échec. C'est soit vous êtes très très bon, soit vous avez raté. Mais il y a qui au milieu là ? Au milieu, il y a tous ceux qui produisent et qui produisent bien et qui produisent tout ce qu'il faut pour que vous et moi, on puisse être habillés, qu'on puisse avoir une maison, qu'on puisse se nourrir, etc. Et qui, pour l'immense majorité, sont des gens bien qui ont envie de bien faire. Mais il y a peut-être un autre modèle à leur donner pour éviter de croire que je vais travailler plus pour gagner plus. Et l'autre modèle, c'est je vais travailler avec Didier, avec Daniel, avec... je viens de perdre ton prénom. Julia, merci beaucoup. Parce qu'avec ces personnes, je sais qu'ensemble, on va créer plus grand que nous. Ça, c'est plus grand que moi. Pour être conçu, il a fallu des designers, il a fallu des producteurs, il a fallu des transporteurs, il a fallu des coloristes. C'est-à-dire qu'il a fallu des gens avec lesquels j'ai pu me dire, en fait, le sens de mon travail, c'est pas juste aller gagner de l'argent, c'est faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, quand je tiens ce stylo, et je vais les remercier en même temps, il y a derrière ce stylo, de façon concrète et réelle, 200, 300, 400, 500 personnes qui ont réellement travaillé pour que moi, aujourd'hui, je puisse l'utiliser. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Comment est-ce qu'on fait pour basculer d'un modèle qui ne nous fait valoir que la guerre économique, et je le redis, notre cerveau aime ça, c'est sérieux la guerre, vous verrez que dès qu'on parle de paix, ça fait un peu bisounours et utopiste. Comment on fait pour passer d'un système qui ne parle que de ce qui dysfonctionne à un système qui me rééduque à comprendre que ma vie, c'est trouver ma place au sein du collectif humain. Et là, on a une entreprise qui retrouve sa place au sein de la société. Merci Dominique. Alors, je voulais que vous commenciez par nous faire un petit état des lieux de votre travail, parce que ça donne le cadre de notre réflexion. Avant de rentrer dans ce que vous faites concrètement, Julia et Daniel, dans ce domaine de recréer un modèle économique, disons, plus vertueux, pour faire simple, je voudrais vous poser une question qui a trait à ce qui s'est dit ici depuis 3 jours, Trump. Qu'est-ce que ça a changé, en quelques mots, pour vous, l'arrivée de Trump, Daniel ? Et ce qui s'est passé depuis un an. Bonjour à toutes et à tous. Le retour plutôt de Trump au mois de janvier, il a simplement mis davantage de conflictualité dans l'économie. Bon, déjà, l'économie, c'est quand même souvent de la confrontation, de la concurrence. Et là, il y a davantage de conflictualité, c'est clair. Et on voit toutes les mesures qui ont été prises. Il fut une époque où la mondialisation était presque heureuse parce qu'elle permettait un développement, et notamment pour les Européens et les Américains. Aujourd'hui, on est clairement dans une mondialisation qui n'est pas heureuse et qui est conflictuelle. Alors, ça amène évidemment, pour un certain nombre d'entreprises, des conséquences immédiates, mais ça amène surtout, pour l'ensemble des acteurs, davantage d'incertitude. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour les responsables d'entreprise que je rencontre régulièrement, l'incertitude est devenue la norme. Ajoutez à ça, lorsqu'on est en France, le contexte français, qui lui aussi est un contexte dans lequel on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et cette incertitude, ce n'est pas positif pour l'économie, pour l'entreprise, par conséquent pour la création de richesses, et par conséquent pour le partage de la richesse. Et de ce point de vue, le bilan est un peu inquiétant. Julia, comment ça se traduit, le retour de Trump, pour une PME comme Loom ? Moi j'évolue dans le secteur textile, dont le secteur textile est déjà fortement perturbé depuis plusieurs années, mais ce n'est pas forcément lié à Trump, c'est par l'arrivée, enfin en tout cas la mainmise, le monopole du low cost et de la fast fashion, mais je rebondis sur ce que dit Daniel. En fait, ça crée de manière générale pour les entreprises à impact, c'est-à-dire les entreprises qui essayent de réconcilier la performance économique et l'intérêt général que je représente à travers Impact France, effectivement un contexte d'instabilité qui est assez, qui peut être dérangeant à très grave. Pourquoi les entreprises ont besoin de stabilité ? Les entreprises ont besoin de stabilité parce qu'elles ont besoin de pouvoir se projeter sur l'avenir pour pouvoir faire des investissements dans des machines, embaucher des gens, investir dans la R&D, etc. Si elles ont un avenir où elles savent que
le cadre réglementaire ou le cadre de droit de douane est assez stable, elles peuvent se lancer là-dedans. Et si ce cadre devient instable, et ben, en fait, elles se mettent dans une position de repli et elles arrêtent d'investir, elles arrêtent d'embaucher, etc. Et moi, j'en ai une conséquence directe de cette instabilité qui est créée par Trump. Il faut savoir qu'il y a l'instabilité qui est liée au droit de douane, qui change quelque chose sur l'export et l'import, mais il y a aussi une instabilité réglementaire qui a été impulsée par le Trumpisme et tout le climato-sceptisme et le déni de science. En fait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce Trumpisme a eu des effets sur les réglementations européennes, notamment peut-être la réglementation Omnibus dont vous avez entendu parler, qui est en fait... on a affaibli des réglementations sociales et environnementales ces derniers mois au niveau européen. Enfin, c'est l'alliance de la droite et l'extrême droite qui s'est appuyée donc sur cette pensée trumpiste. Et donc, ce que ça a des conséquences directes, par exemple, sur tout le secteur de décarbonation, de réduction de consommation des bâtiments. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez déjà entendu parler de Cool Roof, cette entreprise qui en fait met de la peinture blanche réflective sur le haut des bâtiments. Ça permet en fait de moins réchauffer les bâtiments, donc ça permet une efficience énergétique et une forme de décarbonation du bâtiment parce que vous avez besoin de moins chauffer, etc. Moi, Cool Roof, c'était vraiment une entreprise qui était en super croissance, et là on vient d'apprendre qu'ils sont en redressement judiciaire, et eux ils disent que c'est la conséquence directe du changement de braquet réglementaire qui a lieu au niveau européen. Donc il faut bien avoir conscience qu'on est en train, ce Trumpisme a des conséquences directes pour des pans entiers de l'économie que c'est en train de détruire. Et si ces pans entiers de l'économie, c'était par exemple le luxe ou l'aviation, je peux vous dire que tout le monde réagirait tout de suite. Mais comme c'est les entreprises à impact, comme c'est la décarbonation, etc., et qu'on subit non seulement cette instabilité réglementaire, mais également les attaques climato-sceptiques les attaques à la vérité, tout le monde, peu de monde s'inquiète en fait de l'effondrement de ce secteur. Donc ça, on est dans le concret de l'immédiat, mais je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de recul. Daniel, par rapport à ce que disait Dominique Steyler sur le modèle traditionnel de l'entreprise en guerre, enfin en guerre économique, comment vous, concrètement, dans une banque comme le Crédit Mutuel, vous essayez de changer les choses, vous essayez de mettre en place, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que vous essayez de mettre en place. Dans le contexte dans lequel on est, et je vais ramener le sujet à l'Europe. On a parlé des États-Unis, on est en Europe. Et on est une Europe qui aujourd'hui, parce qu'on doit quand même parler de compétition, est en retard aujourd'hui, et notamment l'Europe a des enjeux de compétitivité. Et des enjeux de compétitivité qui se traduisent par des manques d'investissement dans des sujets qui sont absolument fondamentaux, la révolution écologique et la révolution numérique. Or, la révolution écologique, aujourd'hui, je considère que c'est plus une alternative, c'est une obligation. Et les entreprises doivent être engagées. Alors, nous, en tant que banque, on peut être simplement des censeurs, en disant « vous ne faites pas ce qu'il faut », ou on peut être là pour les accompagner. Le choix que nous faisons est, pour beaucoup de banques, et plus particulièrement pour le Crédit Mutuel, d'être accompagnateurs. Et notamment de permettre que des investissements, d'inciter même à l'investissement dans ce domaine-là. On parle, en matière de révolution numérique, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Attention à bien prendre les bonnes mesures au bon moment. Je plaide souvent pour une intelligence artificielle qui soit, plutôt que le grand remplacement, le grand accompagnement des collaboratrices et collaborateurs des entreprises pour leur permettre d'être plus performantes, et ainsi de permettre à l'entreprise en tant que telle d'être plus performante. Parce qu'être plus performante, ça lui permet, moi je suis vraiment de l'avis que la création de richesse, on doit la partager, et plus on pourra créer de richesse, plus on pourra les partager. Donc on voit là qu'une banque peut vraiment être active. Après, c'est aussi une question de modèle. On a un modèle capitaliste, on a un modèle ultralibéral
qui va regarder la rentabilité à court terme, je dirais même parfois le cours de bourse pour certains dirigeants. Quand on est dirigeant d'une entreprise coopérative et mutualiste, évidemment, ce n'est pas du tout notre sujet et on peut aller de l'avant. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans une économie dirigiste, certainement pas, mais entre l'ultralibéralisme et trouver des moyens de construire et de travailler sur le long terme, il y a un chemin. Alors, ce chemin, au Crédit Mutuel, on le connaît depuis longtemps. On a voulu le réaffirmer très fort ces derniers temps. Et l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai coécrit avec mon prédécesseur Nicolas Terry, repositionne bien les choses dans ce domaine-là. L'entreprise coopérative en particulier, doit être là évidemment pour apporter les bonnes réponses à ses clients, pour apporter les bonnes réponses pour, quand on est une banque, financer l'économie, pour offrir de bonnes solutions aux épargnants, mais doit également être là aux côtés d'enjeux majeurs pour construire de nouvelles solutions pour la société. Et c'est vraiment le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. 2 des 4 groupes de Crédit Mutuel, en l'occurrence Crédit Mutuel en général et Crédit Mutuel Arkea, ont fait le choix, en plus, de devenir entreprise à mission. La loi Pacte a été votée en 2019. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'entreprises, puisque je crois qu'il y en a un peu plus de 2000 en France qui ont fait ce choix de devenir entreprise à mission. Peu de grandes entreprises ont fait ce choix. Pourtant, on a là un cadre qui est très intéressant, parce que entreprise à mission, c'est d'abord une entreprise avec toutes les responsabilités et les obligations, y compris économiques, mais aussi sociales qu'a une entreprise. Et c'est vraiment donner une opportunité de construire pour le bien commun. Donc, développer ce modèle d'entreprise à mission, c'est faisable. Devenir coopérative, c'est compliqué lorsqu'on est dans un autre modèle, notamment lorsque l'entreprise a des propriétaires privés. Mais devenir entreprise à mission, c'est un choix qu'on peut faire. Et c'est un choix qui est un choix engageant. Lorsque nous avons fait le choix de devenir entreprise à mission, certains disaient « vous allez faire un acte de communication ». La réponse qu'on a donnée, non, ce n'est pas de la communication. Être entreprise à mission, c'est prendre des engagements et c'est mettre en œuvre les engagements. Et de toute manière, la loi est bien faite, puisque la loi prévoit qu'on est encadré dans ce cas-là d'un comité de mission et d'un organisme tiers indépendant qui vérifie que les engagements que nous avons pris soient bien réalisés. Et en termes de vision à long terme, une telle entreprise gagne également en réputation, gagne également finalement en fidélité de ses collaboratrices et des collaborateurs et gagne également en développement de l'activité. J'étais hier avec des présidents et des directeurs de caisses de Crédit Mutuel d'une de nos fédérations qui s'appelle Midi Atlantique et on était conscient que être entreprise à mission, ça change la philosophie dans laquelle on travaille et finalement ça a un impact positif pour la marche des affaires. Excusez-moi, mais quand le Crédit Mutuel, tel qu'il est depuis les origines, fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi y a-t-il besoin, c'est une question un peu qui me vient à l'esprit comme ça, pourquoi y a-t-il besoin, alors qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, avec les associations, les coopératives, les mutuelles, etc., d'en rajouter une couche avec l'entreprise à mission Très, très bonne question, et c'est évidemment une question qu'on s'est posée à ce moment-là. La réponse, elle est tout simplement parce que ça donne un cadre qui est encore mieux précisé. Quand vous êtes entreprise coopérative, quand vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, effectivement, on sait quelle est la philosophie que nous avons. L'entreprise à mission a un cadre, parce qu'être entreprise à mission, d'abord, ça signifie modifier les statuts de l'entreprise. Bon, c'est quand même une décision importante. Dans une entreprise coopérative, ça veut dire faire voter en assemblée générale, donc c'est défendre un projet. Et ensuite, ce cadre, c'est choisir un certain nombre de missions. D'accord. Choisir ces missions, et ça, dans l'entreprise que je préside aujourd'hui, que je dirigeais à l'époque, ça a été important de faire participer tout le corps social, y compris évidemment les salariés,
à la définition de ces missions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces missions, ce n'est pas juste un acte de communication, c'est ensuite une obligation de mise en œuvre. D'accord. Et ce cadre légal, qui peut apparaître contraignant, finalement nous oblige tous. Dans une entreprise comme Loom, comment vous participez à créer un modèle économique, disons, en tout cas différent ? Quels ont été les 3 ou 4 points auxquels vous croyez vraiment et qui vous ont conduit à faire les choix que vous avez faits pour Loom ? Je dirais que ça s'est passé en plusieurs temps. Le temps 1, moi j'ai créé mon entreprise en 2017-18 avec mon associé. On était les enfants de la Startup Nation. Donc on était persuadés d'une chose, c'est-à-dire qu'il fallait créer des entreprises à impact positif, qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc nous, dans notre cas, pour le textile, c'était on allait produire. Quand le gros de la mode va produire dans les pays où les gens sont mal payés et l'environnement est mal protégé, nous, on allait produire en Europe, en France, au Portugal. On allait utiliser du coton bio quand les autres utilisent du coton conventionnel. On n'allait pas faire de collections quand les autres incitent à consommer sans cesse avec des nouvelles collections, on allait faire un vestiaire permanent. Quand les autres incitent sans cesse à consommer avec de la pub, on n'allait pas faire de pub, on allait se faire connaître par du bouche à oreille. On avait toute une série d'engagements qui sous-tendaient en fait notre théorie, c'est-à-dire que les entreprises qui font bien, à un moment, les consommateurs vont s'en rendre compte, ils vont acheter chez elles et elles vont devenir leaders du marché et les autres vont disparaître. Ça, c'était notre conviction en 2017. À cette époque-là, nous, ce qu'on voulait, c'était détrôner H&M. Cut, on est en 2025. Donc franchement, il y a une partie du pari qui est réussie, c'est-à-dire que mon entreprise va bien. On a une dizaine de salariés, on est rentable, toujours sans faire de pub, etc. Mais entre-temps, effectivement, H&M a un petit peu baissé, mais parce que Shein est arrivé sur le marché et en 3 ans est devenu le leader, le plus gros vendeur de vêtements en France. Si vous avez suivi ce que c'est, Shein, non, l'ultra fast fashion, etc. Donc ce qu'on a compris, c'est que même si le système actuel permet l'émergence d'entreprises plus vertueuses, le développement de ces entreprises n'influe pas en positif sur la globalité du secteur textile. Globalement, entre aujourd'hui et le moment où j'ai créé mon entreprise, la quantité de vêtements qui sont mis sur le marché dans la mode a explosé, les pollutions qui sont liées à l'industrie textile ont explosé, les conditions de travail dans les pays fabricants des vêtements en Asie se sont encore dégradées. Bref, notre rêve qui était de faire changer notre secteur par l'entrepreneuriat et simplement par le business ne fonctionne pas. Et c'est là où on est passé à la deuxième étape de notre entreprise. On s'est dit, mais attends, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Il y a une raison simple, c'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, plus vous faites mal, moins ça vous coûte cher, plus vous êtes compétitif. Si je décide, cette chemise, qui n'est pas de ma marque, qui est d'une marque amie, mais cette chemise, elle est produite au Portugal, elle coûte 25 € à faire fabriquer. Si je décide de faire exactement la même chemise et d'aller la faire au Bangladesh, ça va me coûter 5 €. C'est-à-dire que je multiplie ma marge par 5. Donc on comprend bien qu'il y a dans le monde de l'entreprise une primovis. C'est-à-dire les entreprises qui ont les pires pratiques sont celles qui peuvent obtenir les plus bas coûts et sont celles qui sont les plus compétitives. Et le résultat, c'est que si vous regardez les leaders sur le marché de la plupart des secteurs qui sont peu régulés, le textile, la bouffe, etc., vous verrez que c'est les entreprises qui ont les plus pratiques, les pires pratiques qui sont généralement les entreprises majoritaires. Donc quand on arrive à ce constat-là, qu'il y a une règle du jeu fondamentale dans l'économie de marché qui est celle de la primovis, c'est-à-dire que les comportements des pires des entreprises sont ceux qui sont favorisés, c'est illusoire de croire que simplement par la bonne volonté d'entreprises un peu engagées, on va changer le secteur. Donc la seule chose qu'il faut faire si on veut vraiment un retournement, en tout cas une paix économique ou un nouveau modèle économique, c'est qu'il faut changer les règles du jeu économique. Il faut faire en sorte que cette primovis ne soit plus possible. Donc on est passé de Startup Nation, on était là, oui, avec notre startup, on va changer le monde, à ça change rien du tout. Et donc on est passé de start-upper à entrepreneur engagé, dans le sens où on a commencé à dédier notre énergie non plus à faire l'entreprise la plus vertueuse de la Terre, on essaye toujours, on essaye de faire les choses bien, mais on s'est dit que si on voulait vraiment faire changer les choses, il fallait faire changer les règles du jeu. Et donc on a commencé à, je dis on avec mon associé, à s'investir dans le lobbying positif. On a commencé à utiliser notre influence en tant qu'entreprise pour demander des changements réglementaires qui contraignent toutes les entreprises, y compris la nôtre, à faire mieux. Et donc c'est comme ça quand
2019, je crois, ou 2021, j'ai pas de mémoire des dates malheureusement, on a créé En Mode Climat qui rassemble environ aujourd'hui 500 entreprises du secteur textile, des marques et des usines pour demander une contrainte sur le secteur textile de manière à ce que tout le monde s'améliore. Ça a débouché sur la loi Fast Fashion, dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, votée à l'unanimité au Sénat et qui là attend de passer en commission mixte paritaire. Ne me demandez pas ce que c'est, puisque je découvre les concepts au fur et à mesure que la loi avance. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai pris la coprésidence d'Impact France, qui est une sorte de MEDEF des entreprises engagées, où en fait on se sert de notre puissance politique en tant qu'entreprise, de notre puissance d'influence sur le politique et sur les législateurs pour demander des réglementations qui contraignent les entreprises à servir l'intérêt général, car si on les laisse s'autoréguler, alors c'est la Primovis qui gagne. Didier. Merci. Alors, Dominique, prenons 3 points sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Changer les règles du jeu, passer de la prime au vice à des entreprises plus vertueuses, et ce dernier concept qui est très important, il me semble, qui est l'intérêt général. Comment, pour avoir un peu travaillé sur des articles que vous avez écrits pour notre site The Conversation, comment est-ce que ça s'articule avec votre approche ? Merci beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de points qui sont complémentaires, en fait, qui vont venir s'articuler. Je crois que si je prends la question de l'entreprise à mission ou ce que vient de dire Julia à l'instant sur l'augmentation de la règle, je vais décaler l'exemple, mais vous allez voir, il est assez significatif. J'ai eu une autre vie avant ce métier-là, j'étais pilote de chasse dans l'aéronaval et j'ai travaillé pour l'aviation civile sur les accidents aériens. Et on s'est rendu compte que quand on regarde la grande histoire, c'est-à-dire si au lieu de rester là où on est, on recule un tout petit peu, voire on recule beaucoup, pour l'aéronautique, il n'y a pas besoin de reculer tant que ça, si on remonte dans les 50 dernières années, la façon qu'on a eu de faire progresser les accidents aériens a été la suivante. Le premier temps de progrès des accidents aériens, ça a été de dire on va changer la technique. Ce qui se passe dans une entreprise quand on change la stratégie, on change les valeurs, on change les modèles, etc. Ça a fonctionné et c'est nécessaire. Point numéro 1. Le deuxième point dans l'aéronautique, ça a été de dire il faut qu'on change la réglementation. La réglementation n'était pas assez claire, elle n'était pas assez stricte, les technologies évoluaient, donc il y avait des besoins réglementaires qui bougeaient. Il y en a toujours et ça continue de bouger. Et là, on s'est rendu compte que ça améliorait encore le taux d'accident. Et puis tout à coup, on est arrivé à une frange où on n'arrivait plus à faire baisser le taux d'accident, voire quand la technique bougeait, on avait des pics accidentels qui réapparaissaient. Il aura fallu presque 40 ans pour que des chercheurs, à un moment donné, disent « mais vous savez, au lieu de dire continuellement que l'accident est dû au facteur humain, peut-être que la solution, c'est le facteur humain ». Et donc la dimension réglementaire et l'appui réglementaire ou la pression réglementaire est nécessaire, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Elle va devoir se compléter par autre chose. Et cette autre chose, c'est ce travail principal qu'on essaie de faire à travers cette idée de culture de paix économique, c'est de dire, mais tant que notre logiciel qui nous fait voir le monde d'une certaine manière n'aura pas bougé, alors on aura du mal à avoir une entreprise qui soit réellement différente. À la question que vous posiez tout à l'heure pour le crédit mutuel, les entreprises mutualistes, de façon évidente, qu'elles soient dans les assurances ou dans la banque, c'est les entreprises qui sont le plus proches de ce qu'on raconte quand on parle de paix économique. C'est une certitude. Pourquoi avoir besoin de l'entreprise à mission comme deuxième cran ? Pour une raison assez simple, c'est que notre paradigme, et je vais décrire un tout petit peu ce qu'est un paradigme, notre paradigme, c'est-à-dire la façon que nous avons de voir le monde, est aujourd'hui de façon totalement hégémonique un paradigme néolibéral. Toute votre vie, vous la pensez à travers le paradigme économique néolibéral. Si vous partez en vacances, il est hors de question de quasiment ne rien faire. Il va falloir que les vacances soient bien réglées, que vous ayez fait toutes les activités que vous pouviez. Quand vous allez au travail, il va falloir que la to-do list soit remplie. Si jamais elle n'est pas terminée le soir, ça va être compliqué. Et puis, si vous préparez tout bien, il y aura monsieur Roqueclair qui vous dira vous pouvez aussi préparer votre mort. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit optimisé en continu. Et ça, c'est vrai depuis la petite enfance. Il y a quelques années, quand notre ministre de l'Éducation annonçait qu'on ferait de l'anglais dès la maternelle, j'étais devant une école maternelle et j'entends des mamans s'affoler parce que dans notre tout petit village, on venait de nous dire qu'il n'y aurait pas de prof d'anglais. Et vous savez pourquoi elles s'affolaient ? Elles s'affolaient, elles disaient « mon enfant va prendre du retard ». Donc, un paradigme.
En quelques mots, c'est quoi un paradigme? C'est une première chose, c'est une façon de voir le monde. Qu'est-ce que c'est que le paradigme néolibéral? C'est un paradigme qui dit, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, le monde est rempli d'individus qui pensent leurs actes pour leur intérêt bien compris, qui n'est pas du tout un paradigme qu'on pourrait mettre aujourd'hui encore en Afrique, qui dit « nous sommes donc je suis », qui n'est pas le paradigme de nos grands-parents, qui dit « je t'entraide avant de penser à ma personne ». Vous me suivez quand je vais là-dessus? Je vais vous dire ce que c'est que le paradigme néolibéral d'un point de vue économique, c'est voir le monde comme un objet d'exploitation, à l'inverse de voir le monde comme un sujet de relation. En 2015, je suis invité à l'université de Princeton pour 1 an. On me fait travailler sur la sémantique des agences spatiales. Ça va venir alimenter mon histoire d'ontologie et vous verrez le lien avec la paix ou la guerre économique. Sémantique de l'agence spatiale américaine. Nous sommes les premiers dans l'espace. Nous sommes des pionniers et nous allons dans l'espace pour exploiter les ressources que nous allons y trouver. Sémantique de l'agence spatiale japonaise. Nous allons dans l'espace pour une seule raison, améliorer la vie sur Terre. Est-ce que vous voyez la différence de vision? Ça, c'est le début du paradigme. Comment je vois le monde? C'est quoi un être humain? C'est quoi faire société? C'est quoi faire entreprise? Et par exemple, une entreprise mutualiste, elle a un paradigme sur qu'est-ce que c'est que faire entreprise, qui n'est pas du tout le paradigme de M. Musk, si je fais un parallèle rapide. Le deuxième point d'un paradigme, c'est l'épistémologie. Sur quelle connaissance j'appuie ma vision du monde? Je vous lance une petite question, je veux bien que vous répondiez en chœur. Qui veut la paix prépare? Merci. Ça, c'est ce que vous avez inscrit du paradigme néolibéral. Il y a 150 ans, Barthélemy Prosper-Enfantin dit non, 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 qui veut la paix prépare la paix. Civis pacem, para pacem. Et là, je vais vous parler en tant qu'ancien pilote de chasse. Suivez-moi. Pendant 7 ans, je me suis préparé à la guerre. En unité de combat, un pilote de chasse, il ne fait pas de l'administratif. À votre avis, au bout de 7 ans de préparation à la guerre, j'étais prêt à la guerre ou j'étais prêt à la paix? Bien évidemment, j'étais prêt à la guerre. On ne prépare pas quelqu'un à la guerre pour qu'il soit prêt à la paix. Ça veut dire quoi d'un point de vue épistémologique? Ça veut dire que si je garde en moi des représentations du monde, je vous en donne une autre après, qui me dit la vie est dangereuse et mon voisin est dangereux parce qu'il risque de me croquer le mollet, l'homme est un loup pour l'homme, alors je vais développer un système éducatif, un système universitaire et un système managérial qui va m'emmener vers une structure économique qui sera une structure économique de combat, puisque si je ne survis pas, et puis je vais rebondir sur le mot de concurrence, et je n'enlève pas la réalité, je ne suis pas complètement fou, je sais très bien que la réalité est là, mais si vous regardez l'étymologie de concurrence, c'est un courir avec, ce n'est pas un courir contre la concurrence. Je vous donnerai un exemple juste après. Une vision du monde, des connaissances sur lesquelles je m'appuie, il faut que je vous donne celle-ci, puisque je l'ai dite, l'homme est un loup pour l'homme, Hobbes n'a jamais dit l'homme est un loup pour l'homme. En fait, c'est Plaute, qui est un auteur de pièces romaines dans la Rome antique, qui va le premier dire cette phrase, l'homme est un loup pour l'homme, dans une pièce qui s'appelait Asinaria, pour le moment culturel de la matinée. Et Plaute, en fait, dans son texte, ne dit jamais l'homme est un loup pour l'homme. Par contre, c'est ce qui va être repris dans notre modèle culturel. Plaute dit l'homme est un loup pour l'homme, virgule, qu'il ne connaît pas. Ça, c'est la première phrase. Et puis là, vous comme moi, on a un système à l'intérieur du cerveau qui est le système limbique qui dit que quand je ne connais pas, j'ai une petite alerte qui se déclenche pour me protéger au cas où. Et Plaute, dans la ligne d'en dessous, met « et pour le rencontrer, il fait commerce ». Plaute, au moment où il dit « fait commerce », il va de cœur à cœur pour montrer que je vais rencontrer l'autre dans mon cœur. Et le dans mon cœur peut être un échange. Je vais lui donner quelque chose, il va me donner. Hobbes, lui, il dit quoi? Il dit « parfois l'homme est sacré pour l'homme, parfois l'homme est un loup pour l'homme ». Là, je suis encore une fois d'accord. Oui, des fois je suis un garçon très gentil, et des fois je suis un garçon qui peut complètement dériver. Mais si j'enlève et si je sélectionne dans mon information ce qui va pouvoir faire peur, rappelez-vous de notre cerveau qui a très peur, et si depuis que vous êtes tout petit, je vous dis qu'il faut avoir la meilleure note pour rentrer dans les meilleures écoles, pour avoir la meilleure mention au bac, pour avoir les meilleurs diplômes, pour être dans l'entreprise la plus performante, à la fin de votre vie, sur le prétexte de qui veut la paix prépare la guerre, je suis prêt à la guerre puisque ça n'est que là où j'ai été éduqué. J'ai presque fini. Mon paradigme, il a une vision du monde, il a des connaissances sur lesquelles il vient s'appuyer, et il faut en prendre conscience, et puis il a une éthique. Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce que je défends dans l'entreprise?
Est-ce que, et c'est un vrai exemple, est-ce que vous trouvez normal, je vais vous en donner deux, qu'au moment de la Covid, une multinationale française annonce sur la semaine 1, nous venons de verser 4 milliards de dividendes, et sur la semaine 2, nous venons de demander 900 millions d'aides à l'État pour chômage technique. D'un point de vue éthique, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise canadienne, cette fois-ci, qui fait 600 millions de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 5 milliards, qui annonce à ses actionnaires qu'ils vont avoir tant de dividendes. Les actionnaires ne sont pas contents. Le président du directoire rappelle le PDG, lui dit « c'est pas possible, il va falloir augmenter de 2 points. Tu as 15 jours ». Que fait le PDG? Ça se passe en Allemagne, même si c'est une entreprise canadienne. Le PDG va à Aix-la-Chapelle, il convoque la presse, et il explique à la presse que le contexte économique est quand même très très difficile et que donc malheureusement on va être obligé de fermer cette usine de 3500 personnes. Pourquoi? Parce que rentabilité de l'actionnaire. Donc c'est quoi la culture de paix économique? C'est de dire je vais transformer la façon que j'ai de voir les choses dès la petite enfance, je vais m'appuyer sur des connaissances qui valent, celles de la science, plutôt que de la décrédibiliser, je vais aller chercher un code éthique qui tient sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, et nous sommes humains parce que nous sommes fragiles, pas parce que nous sommes performants. Si on compare nos performances, on n'aura pas les mêmes, si on compare nos fragilités, on verra qu'on est similaires. Et la dernière chose, c'est mon mode d'action. Je vais décider d'être dans une entreprise mutuelle, je vais décider de ne pas passer par la publicité, je vais décider, quand je vois un concurrent qui s'effondre, d'aller l'aider, y compris en étant à la limite de la loi antitrust. Et alors, j'ai tout un schéma qui, tout doucement, va m'amener vers des solutions qui ont des chances de venir. Pourquoi? Parce que j'ai remis en place ce dont a besoin un groupe humain pour être efficace. J'ai remis en place une vision du monde commune et partagée. Notre gros problème aujourd'hui par rapport à un monsieur Trump, c'est qu'il est l'exacerbation d'une vision du monde partagée. C'est-à-dire qu'il fait juste du un peu plus de la même chose depuis 50 ans. Alors, je voudrais que vous, Daniel Bal, vous nous parliez de ce facteur humain, parce qu'on a vu, vous nous avez parlé de l'entreprise à mission, mais concrètement, Crédit Mutuel, parlons du Crédit Mutuel. Comment vous faites pour changer de paradigme avec vos collaborateurs? Comment vous changez vos rapports, les rapports de l'entreprise et des collaborateurs? Peut-être que d'ailleurs c'est un mauvais mot, collaborateur. Non, quand on est dans une entreprise mutualiste, d'abord, le corps social, ce ne sont pas que les collaborateurs. Ce ne sont pas les actionnaires d'un autre côté, mais ce sont l'ensemble des élus mutualistes qui représentent les sociétaires. Et lorsque je vous disais que avant d'adopter le statut d'entreprise à mission, il y a eu de vrais débats entre nous, ces débats, on les a eus à la fois avec nos élus mutualistes et avec nos collaboratrices et collaborateurs. Lorsqu'il s'est agi pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale de définir 5 missions, ça a été l'objet d'une consultation de tous les collaborateurs et de tous les élus mutualistes sans exception. Et bon, évidemment, on était devant des écarts et l'intérêt était de rechercher un consensus. Et consensus plutôt que compromis, simplement. Un consensus pour être le plus fort possible, pour que ce qu'on propose ait vraiment du sens et corresponde d'abord à nos valeurs et corresponde également à la vision qu'on voulait porter, d'avoir une entreprise toujours plus performante, c'est pour nous essentiel, mais que cette performance soit effectivement mise au service du bien commun, que cette performance soit partagée. Si vous m'amenez aux collaboratrices et collaborateurs, ça signifie également d'avoir, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, d'avoir un socle social de tout premier niveau. Bon, je lisais encore récemment dans les Échos les négociations salariales en cours, et quand on parle de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on nous met complètement à part maintenant, parce que ça fait tellement d'années, 10 ans, qu'on est les mieux 10 ans, que ce qu'on décide n'a même plus de sens par rapport à ce que font les banques capitalistes, qui vont être obligées, elles, évidemment, d'avoir d'autres contraintes. Nous, on n'a pas la contrainte du cours de bourse, et ça, c'est important. Le partage de la valeur, on a également décidé chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale de le faire d'une manière très importante, puisque nous avons décidé d'affecter chaque année 15% de notre résultat net à ce qu'on appelle le dividende sociétal. Bon,
On est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, on a plus de 4 milliards d'euros de résultats en 2024, mais ça permet d'affecter 620 millions à des investissements dans le domaine environnemental et sociétal, à des actions de solidarité. On a une fondation qui s'appelle la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui est dotée cette année d'un budget de 55 millions d'euros. On met 50 millions par ailleurs dans d'autres opérations de mécénat ou dans l'accompagnement de la vie associative. La vie associative, aujourd'hui, c'est le creuset de la cohésion dans ce pays. La vie associative souffre énormément dans ce pays. L'État la laisse tomber. L'État, les collectivités aussi, les collectivités, notamment les régions et les départements. Et je ne fais pas le procès parce qu'elles ont elles-mêmes leurs contraintes budgétaires. Donc il appartient au monde de l'entreprise d'intervenir. Bon, nous, on a fait ça de manière très délibérée. Et là, une fois de plus, engagement, oui, il faut prendre des engagements, mais il faut les mesurer et il faut les tenir. Et ça, pour nous, c'est vraiment la règle. Alors, pour revenir simplement aux collaboratrices et aux collaborateurs, je peux vous dire aujourd'hui que quand je rencontre des collaborateurs et des collaboratrices, il y a une fierté réelle de pouvoir faire partie d'une entreprise qui a cette démarche. Pas plus tard qu'hier soir, une collaboratrice me disait, franchement, avoir ce sens, en plus de l'utilité économique, en plus de l'utilité qu'on est pour nos clients, ça me permet d'être complètement à l'aise, y compris dans un boulot qui parfois est un peu vilipendé par certains, certainement à tort, qui est celui de la banque et qui est celui de la finance. Mais la finance, elle peut être responsable et la finance permet de contribuer au bon fonctionnement de l'économie, à un certain partage de la valeur, contribuer au bien commun. Parfois, quand on a des détracteurs, et on en a encore parfois en interne, en disant « oui, mais qu'est-ce que les sociétaires ont à faire de ce que vous faites pour la société ?» Je réponds toujours invariablement, lorsqu'on fait quelque chose de positif pour la société, nos propres sociétaires en bénéficient également. Alors, juste une question un peu taquine qui me vient à l'esprit. Vous êtes aussi président de la Fédération bancaire de France. Donc, vous êtes le représentant de toutes les banques. Comment vous vivez le fait d'être dans une banque si particulière alors que vous avez à côté des banques qui financent par exemple le pétrole ou qui financent des choses que vous ne financez pas? Oui, bon, d'abord, évidemment, c'est une question que je me suis bien posée avant d'accepter d'être président de la Fédération bancaire française. Et juste pour illustrer, pour expliquer, la présidence de la Fédération bancaire française est une présidence tournante entre les principaux établissements bancaires français. C'est un mandat d'1 an. Et donc, pendant 1 an, je dois représenter également les intérêts généraux des banques. Donc c'est certain que selon mes prises de position, selon mes prises de parole, je m'exprime dans un sens ou dans l'autre. Cela étant, et en tant que président, la Fédération bancaire française est une organisation professionnelle qui doit défendre les intérêts globaux de la profession, mais bien au contraire, qui ne doit pas du tout intervenir sur les stratégies propres de chaque établissement. Je me doute, oui. Ça fait clairement partie du pacte que l'on a, et donc qu'il y ait des différences, oui. Alors, vous me prenez sur un sujet qui est intéressant, qui est celui du financement des énergies fossiles. Oui. C'est vrai que Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Crédit Mutuel Arkéa également, donc on peut dire d'une manière générale, le Crédit Mutuel a fait le choix de ne plus financer, et depuis plusieurs années, l'augmentation de capacité de production d'énergie fossile. Et depuis un certain temps aujourd'hui, on est bien plus dans le financement d'énergie renouvelable que dans celui d'énergie fossile. Je dois dire qu'effectivement, les autres banques françaises ne sont pas encore à ce niveau, mais vous allez me dire c'est une maigre consolation, mais c'est quand même intéressant. Globalement, quand on compare les banques françaises par rapport aux banques anglo-saxonnes, et je ne parle pas que des banques américaines, le chemin qui est accompli par les banques françaises va quand même plutôt dans le bon sens. Donc ça me permet juste, à mon modeste niveau, d'apporter également ce témoignage et peut-être cette incitation. Je crois que, je le disais tout à l'heure, en matière environnementale, aujourd'hui, il y a un déficit d'investissement
Et là, vraiment, toutes les banques, et je pense vraiment pouvoir parler au nom de toutes les banques françaises, les banques sont convaincues de la nécessité d'augmenter les investissements dans ce domaine-là. Et de les accompagner, bien entendu. Didier, tu me permets un rebond hyper rapide, parce que ça va être complètement en lien. Mais merci beaucoup pour ce que vous avez dit juste avant ça, qui est tout investissement vers la société, vers une partie prenante qui n'est pas forcément le client, est un investissement qui bénéficie à tous. On est là en plein dans le paradigme de la culture de paix économique, puisque le point de départ, c'est la vie est interconnexion. Tout ce que je fais est en lien avec l'extérieur. Et le monde de l'économie, le monde de l'entreprise a besoin de comprendre que quand je suis entrepreneur, quand j'ai une entreprise, quelle qu'elle soit, mon travail n'est pas simplement le rapport client-fournisseur. Mon travail, c'est remplir les biens, les services et créer les richesses qui vont permettre à l'ensemble de la société de fonctionner vraiment correctement. Et un des éléments qui, pour moi, est fondamental, dont on voit que pour l'instant, le paradigme est toujours guerrier, ça fait 15 ans que j'essaye de contacter l'école de guerre économique. On est un des pays qui a une école de guerre économique. Je suis allé à l'Élysée parler de ça, je suis allé à l'Assemblée nationale parler de ça. Il n'y a toujours pas d'école de paix économique. Non. On est capable de penser la guerre économique tout le temps, on tente des solutions, les entreprises à mission, le bien-être au travail, etc. Mais on ne veut pas le penser sur le versant paradigmatique de la paix, alors que tout ce que vous évoquez est sur le versant paradigmatique de la paix. Merci Gilles, je vois qu'il y a des questions de la salle, mais avant je voudrais quand même poser une question à Julia sur le facteur humain. Vous avez dit que dans votre filière, vous faites très attention donc à la fois aux producteurs de coton par exemple, aux producteurs de matières premières, mais aussi aux gens qui fabriquent vos vêtements. Vous les contrôlez ça ? Vous allez sur place En fait, quand vous êtes une marque de fringues, vous avez deux choix. Soit vous allez produire dans des pays où la loi elle est très peu contraignante, et donc elle ne garantit pas des bonnes conditions de travail aux gens, elle ne force pas les usines, par exemple, de teinture à traiter leurs eaux usées avant de les rejeter dans les rivières. Moi, j'ai été au Bangladesh pour les vacances, non pas du tout pour les vacances, dans le cadre d'un reportage, et j'ai pu constater ça. Donc si vous faites le choix d'aller travailler dans ces pays-là, vous avez intérêt à les contrôler. Si vous faites le choix d'aller travailler dans des pays où les normes sont contraignantes, c'est quand même ça qui est magnifique en France ou au Portugal, en Europe, c'est-à-dire que, a priori, si une entreprise elle paye pas au SMIC ses salariés, elle est hors la loi et elle risque gros. Donc moi, comme j'ai une toute petite entreprise, je n'ai pas les moyens d'envoyer des gens dans toutes les usines, etc. J'ai fait le choix, à la fois pour une question éthique, mais aussi pour une question de santé mentale, de produire dans des pays où la loi est contraignante, où c'est la loi qui garantit des conditions minimales. Pour vous illustrer à quel point ça serait complexe si moi je voulais aller contrôler toutes les usines. Par exemple, je reprends, pour faire cette chemise, il y a une dizaine d'entreprises qui interviennent sur la fabrication. Il y a les producteurs de coton, il y a les négociants de coton, il y a les filateurs, il y a les teinturiers, il y a les tisseurs, il y a les ennoblisseurs, il y a les confectionneurs, il y a les transporteurs. Donc j'ai plutôt, soit j'ai 75 personnes dans mon équipe qui font du contrôle et de l'audit, mais je ne suis pas Kiabi, donc je préfère aller produire en France et au Portugal. J'aimerais rajouter quelque chose sur cette question du facteur humain. C'est vrai que l'entreprise, en tout cas le monde économique, c'est beaucoup des relations. Et moi, le fait de travailler en direct avec mes usines portugaises, et c'est des gens que je connais, il y a des usines avec qui je suis depuis le début, où on a grandi ensemble, où c'était eux aussi des petits entrepreneurs qui montaient leur entreprise en même temps que nous, on s'est fait confiance, on a grandi ensemble. Donc moi j'ai une relation de fidélité avec ces usines qui fait qu'il y a peu de chances que je les lâche. Mais j'ai vu des marques qui ont commencé en même temps que moi, qui sont des marques françaises assez cool et tout, qui ont commencé aussi avec ces usines, qui sont devenus bien plus gros que nous. Et il y a des fonds d'investissement qui sont rentrés à leur capital, et le fonds d'investissement a dit « Ah ben attendez, cette marge elle est nulle, vous allez m'augmenter la marge x2, donc vous allez arrêter de produire au Portugal et vous allez produire en Tunisie. Le salaire minimum en Tunisie c'est 100 euros par mois, au Portugal c'est plutôt 1000. Donc j'ai vu des gens qui étaient comme moi, des chefs d'entreprise, de marques avec qui ils avaient créé une relation particulière avec des usines, les abandonner au point de les mettre en énorme difficulté. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez depuis 10 ans, qui est devenu une grosse entreprise, si elle vous lâche du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il y a un fonds d'investissement qui a dit en fait la marge est pas bien,
eh ben, vous mettez vraiment tout un système à plat, quoi, en danger, enfin un écosystème en danger. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on a supprimé le facteur humain. Ce n'est plus des humains qui prennent des décisions, c'est juste un fonds d'investissement qui jamais ne rencontrera les usines, qui n'a aucune connaissance en fait des relations qui ont été instaurées, de l'écosystème, de la fragilité en tout cas de l'interdépendance de cet écosystème, qui regarde un tableur Excel qui dit bah, là la marge elle est de 20, elle doit être de 60, on délocalise. Et c'est ça qui se passe. Et donc il y a un vrai risque, en tout cas il y a quelque chose qui accentue l'inhumanité de l'économie, du monde économique, c'est le fait que les gens qui prennent les décisions n'ont jamais à en voir les conséquences sur le terrain. Merci. Donc Gilles, des questions de la salle. Il nous reste moins de 5 minutes. Je vais peut-être garder 2 questions. L'essentiel de la richesse de l'État vient de la fiscalité, donc de la richesse créée. Si on produit moins, comment financer les dépenses, comme les retraites sociales, les dépenses sociales, les aides, les investissements de l'État? Qui veut répondre à ça? Oui, Julia. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que dans le secteur textile, on produit beaucoup plus depuis 20 ans. On a multiplié par 2 la consommation et la fabrication de vêtements. Pourtant, en fait, comme les vêtements sont produits à l'autre bout du monde et plus chez nous, et comme les entreprises qui vendent le plus de vêtements sont des entreprises multinationales qui font une optimisation fiscale folle, globalement, on produit plus de vêtements et il y a moins de contributions à la fiscalité. Au contraire, si on décidait de revenir au niveau de production des années 80 et de refaire tout chez nous, eh ben, il y aurait une contribution au budget de l'État qui serait bien supérieure et il y aurait une création d'emplois qui serait bien supérieure, il y aurait une réduction du déficit commercial qui serait titanesque, donc ça serait vraiment très bénéfique pour la prospérité économique de la France. Daniel Ball, là-dessus, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce que je rajoute, c'est qu'effectivement, le risque de délocalisation, c'est un vrai sujet. Et puis là aussi, quand on est un groupe coopératif comme nous, bah, au contraire, on localise tous nos revenus en France. Et on a des activités dans notre groupe que nous pourrions réaliser à l'étranger. Et là, les choix qui ont été faits, c'est de les réaliser en France. Donc évidemment, on est un très grand contributeur. On doit être le 3e ou le 4e contributeur à l'impôt sur les sociétés chaque année dans ce pays. J'ai envie de dire que c'est une certaine fierté parce que ça fait partie également de notre contribution à la vie sociale. Pour le reste, moi je suis très attaché, vous l'avez entendu, à la création de richesses parce que l'entreprise doit créer des richesses. Après, tout dépend de ce qu'on fait de ces richesses et vous avez compris aussi, je suis favorable au partage de cette richesse, y compris par l'impôt. Et là, juste un point, je trouve que dans le débat, et notamment dans le débat actuel, on oublie parfois qu'il n'y a pas que le taux de l'impôt qui est important, mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est l'assiette. Et augmenter l'assiette est le meilleur moyen pour permettre de réduire le déficit public. Merci. Je peux un exemple concret rapide. Ouais, très rapidement. Ouais. Entreprise française, grosse ETI industrielle. On est en 2008, 2500 salariés, 300 millions de chiffre d'affaires. 2016, 8500 salariés, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Quand on demande au PDG qu'est-ce qui a fait cette croissance, il répond 2 choses. Il répond on a décidé de travailler sur qu'est-ce que ça pouvait être que la contribution d'une entreprise à la société, en l'occurrence à travers la question de la paix économique. On a décidé de supprimer dans notre production tout ce qui ne nous semblait pas utile à la société, mais ne créer que de l'utile. Et moi, PDG, je peux vous expliquer techniquement comment on a fait cette croissance, mais ce que je peux vous dire, c'est parce qu'on a réussi à embarquer l'ensemble de nos salariés sur un nouveau cap, qui est le cap de comment allons-nous contribuer à la vie sociale, qui a fait que nous avons été en croissance. Et donc la création de richesse va totalement avec la question de la paix et du bien-être, sans aucun problème. Si je vais à Paris une fois par semaine en TGV, je demande à bénéficier d'un abonnement, c'est-à-dire d'un prix plus faible par unité. De la même manière, pour l'avion, je peux payer moins cher si je consomme beaucoup. Comment enrayer ce phénomène? Là, soit on attend que tout le monde s'autocontrôle. Moi, ça fait longtemps que j'attends. Je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté de prendre l'avion et tout. C'est très, très, très faible le nombre de personnes qui ont fait ça autour de moi, alors que je suis plutôt autour de gens qui sont convaincus. Encore une fois, c'est que c'est très dur de s'autocontrôler, alors que si on veut vraiment avoir des résultats, il nous faut un changement de contrainte. Vous imaginez si au niveau de la sécurité routière, on avait attendu que les gens s'autorégulent, on a dit non, pas de limitation de vitesse. Bien sûr que vous pouvez rouler à 180 à côté des écoles, on va compter sur l'autorégulation de tout le monde. On voit qu'il suffit qu'il y en ait un qui joue pas le jeu pour que ça ruine la sécurité de tout le monde. Ça, ces aberrations en fait, qui rendent plus
intéressants économiquement, les comportements qui sont les plus destructeurs pour l'intérêt général, ils doivent être régulés. Mais là aussi, beaucoup d'entreprises ont une démarche très, très vertueuse. Regardez comment ont évolué les déplacements professionnels, Bien sûr. et notamment ceux des dirigeants. Aujourd'hui, d'abord, il y a moins de déplacements parce que quand on peut faire des visioconférences, on fait des visioconférences. Et merci le Covid. Comment ? Et merci le Covid. Et le Covid a été un accélérateur remarquable. Et vous avez quand même beaucoup de politiques de voyage dans les entreprises qui disent que jusqu'à 3h30, 4h de train, interdiction de prendre l'avion. Hier, j'ai fait Paris-Biarritz. Il y a 10 ans, je l'aurais certainement fait en avion. Évidemment, je l'ai fait en train hier. Et j'en suis ravi d'ailleurs. Et je pense qu'en plus, ça sert mieux en confort. Et un exemple rapide qui va compléter et inverser le paradigme. Donc on a un paradigme qui est celui qu'on connaît, qui dit je peux augmenter la pression réglementaire, je peux transformer la façon que j'ai d'agir sur les choses. Et puis on a un autre paradigme qui est dur, mais je peux aussi inverser le système. La société, c'est qui le patron ? Un jour va voir des milliers de clients potentiels et leur dit êtes-vous prêt à payer plus cher si vous savez que l'agriculteur pourra prendre des vacances ? Et les gens répondent oui. Et la société, c'est qui le patron, qui a démarré avec du lait, est passé dans le beurre, est passé dans la crème, et se développe parce qu'elle a inversé le paradigme. Elle n'a pas dit je payerai moins, elle a dit vous allez payer plus, mais pour une autre relation à vos humains en lien. Allez, dernière question pour vous, Daniel Bal, avec une réponse très rapide. La mise en place d'un ministère de l'économie sociale et solidaire en France permettrait de commencer à changer de modèle économique. Il y a eu des ministres délégués, il y a eu secrétaire d'État. Je crois qu'actuellement, il n'y a pas le titre de l'économie sociale et solidaire dans le poste. Non, je pense sincèrement que c'est un secteur qui, en tant que tel, mérite d'avoir, un ministère délégué au ministère de l'économie et des finances. Et qui mérite qu'on ne lui coupe pas ses crédits. Ah ben ça, évidemment. Comme ça a été fait. Merci infiniment. Merci Julia Faure, chef d'entreprise de la marque Loom, coprésidente du mouvement Impact France, Daniel Bal, président du Crédit Mutuel, de la Fédération bancaire française. Vous allez dédicacer pendant quelques minutes sur le stand Mola pour une société plus mutuelle, coécrit avec Nicolas Terry aux éditions de l'Aube, et Dominique Steller, docteur en management et psychologie, fondateur de la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Vous allez dédicacer, vous, Osons la paix économique aux éditions De Bock Supérieur. Voilà, donc rendez-vous sur le stand Mola dans quelques minutes. Merci infiniment Didier. Merci à tous. Et rendez-vous dans quelques minutes également pour le deuxième débat de cette matinée. Juste un mot encore pour vous dire, dans cet interdébat, si je puis dire, que les tribunes vous proposent également une exposition photo à ne pas manquer. Alors si vous êtes avec nous depuis plusieurs jours, je vous en ai déjà parlé, mais peut-être y a-t-il de nouvelles oreilles ce matin. C'est une sélection de 27 clichés tirés de l'actualité, vus par les 450 photoreporters de l'agence France Presse, de l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale, au feu de forêt spectaculaire en Europe, en passant évidemment par les guerres en Ukraine, au Proche-Orient. Cette année grise, c'est le titre de l'expo, vous attend à la Mecca jusqu'au 7 décembre et c'est une exposition gratuite. Et dans le cadre de sa politique d'éducation aux médias, le Conseil régional organise des visites médiatisées commentées pour les classes des lycées des 12 départements de la région. Voilà, merci et à tout de suite pour le deuxième débat sur le Trumpisme à la française.